à tous, ravi de vous retrouver, vous êtes bien sur motorstv.com et c'est un nouveau débriefing F1 qu'on vous propose, en l'occurrence consacré au Grand Prix de Malaisie qui a donc eu lieu hier, car on est aujourd'hui lundi pour en parler avec Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Quel Grand Prix étonnant. Ah là, il y en a vraiment des choses à dire. Il y en a plein. Que, la pluie, c'est sûr, dès qu'il y a cette composante, ça change bien la donne. Là, en plus, il y a eu un drapeau rouge, ça a été interrompu 1 heure. Mais là, au bout du compte, victoire d'Alonso. Et j'ai envie de dire Pérez, le héros quand même un petit peu de ce Grand Prix qui termine 2e, dont on a pu croire qu'il allait gagner. Enfin bon, ça a été un peu hors norme tout ça. Alors, par qui veux-tu commencer? Tiens, Alonso ou Pérez? Je n'ai plus rien à dire, t'as tout dit. Non, allez, par Alonso. Honneur au vainqueur et c'est normal. Bon, Fernando Alonso, il est parti de nulle part. Mais sur la grille, on avait remarqué son petit regard, effectivement, j'allais dire un petit peu réjoui par les perspectives météorologiques, puisqu'on savait très bien qu'à la régulière, la Ferrari n'avait pas les moyens, donc lui n'avait pas les moyens, hormis, il est solide en course comme il l'a été en Australie et tout, mais il ne pouvait rien faire. Là, en revanche, avec des conditions compliquées, avec une endurance précaire, avec le talent qu'on lui connaît, l'opiniâtreté qu'on lui connaît, le côté battant, le taureau des Asturies est revenu et il s'est battu comme un chien, il n'a rien laissé. Bon, c'est super pour la saison que Ferrari l'emporte. Il avait gagné l'an dernier, tu t'en souviens, au Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne, dans des conditions qui étaient déjà très compliquées. Bon, il n'a pas le matériel, mais je pense qu'il a démontré que la Ferrari, même celle-là, on attend une nouvelle version, normalement, lors du premier Grand Prix européen. On l'espère, en tout cas. A priori, avec celle-là et avec un pilote comme Fernando Alonso, double champion du monde à bord, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a 10 jours, Jean-Luc, personne ne pensait franchement que Alonso Personne. Non seulement aurait pu gagner un des 2 premiers Grands Prix, mais en plus qu'il serait en tête du championnat du monde. Absolument. Alors d'ailleurs, lui, il a dit même après, Fernando a dit après, ne vous leurrez pas, ça ne change rien au niveau de la Ferrari. Il est toujours, d'ailleurs, indirectement, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, évidemment, c'est dire... J'ai vraiment beaucoup de talent et beaucoup de performance. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Je ne l'incrimine pas sur ce plan, mais ça revient à ça. Et puis, il y avait une deuxième Ferrari, je crois. Attends, je me souviens plus qui était à bord. Si une autre voiture rouge. Voilà, on va l'évacuer tout de suite. Bon. Et voilà, le niveau de la Ferrari, il est là. C'est Massa. Bon, c'est rien, c'est nulle part. Il était largué complet. Enfin, il a vu passer tout le monde dans tous les sens. Je suis désolé. Ça paraît toujours un peu cruel de taper sur la tête d'un pilote qui y est plus. Massa, il y est plus. Donc, je pense qu'on va. Attends, on pose tout de suite la question. Massa doit-il être remplacé et peut-être le plus vite possible? Oui. Toi, tu dis par Sergio Pérez, voilà. Par Sergio Pérez, bien sûr que oui. Moi, s'il y a encore un patron chez Ferrari, je ne sais pas qui prendra la décision, mais en tout cas, il faut la prendre. Massa n'y est plus du tout, je suis désolé, c'est comme ça arrive. Donc maintenant, il y a un jeune pilote au talent flamboyant, on va en parler, qui vient de se mettre en évidence, qui est dans le giron de Ferrari et qui, comme par hasard, vient de chez Sauber, exactement comme Felipe Massa. Le temps passe, ma foi. Voilà, il faut lui donner maintenant sa chance. Et puis attends, quelle affiche là. Alonso, Pérez, là je peux te dire, là moi je m'en régale déjà. Voilà. Bon, évidemment, Pérez, Sergio, nous on le suit depuis assez longtemps puisqu'il était même visible sur Motors TV il y a 3-4 ans de cela lorsqu'il faisait le championnat de British F3, la F3 anglaise. Donc évidemment qu'on le connaît bien. Cela étant, j'imagine que pour le grand public, hier, tout le monde a découvert Sergio Pérez. Ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes. Quoi, Pérez deuxième, c'est qui ce... Donc, formidable performance, bien sûr, mais comment d'ailleurs il a fait? Tu peux nous rappeler ça parce que il a dégoupillé, je crois que c'est comme ça que disent les pilotes. Déjà, l'an dernier, on adore ici aussi, on adore Kamui Kobayashi, qui est une belle référence, qui est un jeune pilote japonais à qui il ne faut rien retirer de son talent, de son battant, sa capacité à dépasser, etc. Donc c'est une très belle référence. Et l'an dernier, pour sa première saison en Formule 1, Pérez n'a absolument pas démérité par rapport à Kobayashi. Eh bien cette année, je crois qu'il a franchi un cran supplémentaire. Alors on ne va pas juger un pilote, mais si, quand même, sur une course. Moi, je me suis permis sur RMC dans le direct d'évoquer la course d'Ayrton Senna à Monaco sous la pluie en 84. Là, il est sorti. Il aurait dû gagner. On va en parler aussi. Pour moi, Pérez, là, vraiment, c'est un joyau qui demande à être poli, qui demande à être dans une belle équipe, qui demande à être maintenant accompagné. Il a 22 ans, ce môme. C'est extraordinaire. Il a peur de rien. Et la manière dont il remontait sur Fernando Alonso, qui était prévenu, et dont on l'a calmé, moi, je trouve que voilà, c'est un joyau. Oui. Mais souviens-toi qu'il est le seul Il avait fait le coup en Australie en 2011. Il l'a refait encore cette année. Pneumatique. À user ses pneus d'une manière quasi inédite. C'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'il fait en Australie? Il part dernier, il fait un seul arrêt, il remonte dans les points. C'est extraordinaire. En plus, il a un pilotage qui, on se dit, oh, il attaque comme un chien. Mais non, en plus, il arrive à préserver ses pneumatiques. Il arrive donc à faire un arrêt de moins que ses adversaires. Et c'est souvent la manière. Alors là, s'il commence à bien se qualifier, là, à mon avis, voilà un nouveau jeune loup dans la bergerie. Donc, il était avec une Sauber. Il roulait une seconde plus vite sur certains tours que Fernando Alonso et il fondait sur sa proie. Oui.
On se doutait bien quand même que revenir sur Alonso, d'accord, mais ensuite il fallait aller le chercher, il fallait vraiment le doubler. Bon, mais admettons que c'était faisable. On y a tous cru, on l'a même espéré. Oui. Ça n'a pas eu lieu. Non. Pourquoi? Bien, opportunément, on a entendu, et là, grâce en soit rendu justement au fait que nous ayons accès aux communications radio, comme par hasard, alors qu'il était en pleine bourre, c'est le cas de le dire, en pleine remontée, complètement concentré au summum de son talent, eh bien, il a la surprise probablement d'entendre son ingénieur lui dire « Tu sais, on est vraiment très content de cette deuxième place chez Sauber Ferrari, on est vraiment très très content. » Et donc, comme par hasard, il commet une faute un petit peu plus tard. Alors, je ne vais pas dire qu'il a commis la faute exprès, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que ça l'a déconcentré. Il a compris qu'il n'aurait pas le droit d'attaquer Alonso, de toute manière, parce que Alonso est aux commandes d'une Ferrari. Dois-je rappeler que lui, Sergio Pérez, pilote une Sauber Ferrari et qu'il s'agit donc de l'écurie sœur et que je pense que le contrat, il l'a déjà en poche, Sergio Pérez, pour aller chez Ferrari, probablement à l'orée de la saison 2013, peut-être beaucoup plus tôt, en tout cas, moi c'est ce que je souhaite. Tu le dis, moi je le dis, tu clairement, l'assumes, hein, on est oui, bien d'accord. Complètement. C'est ton avis oui. Et je le partage. Voilà. Bon, alors parlons de nos 3 Français, puisque ça sera évidemment un thème quasi et à chaque fois présent dans notre émission. Bon, on va commencer par celui qui marque des points. Ça y est, un Français dans les points, c'est Jean-Éric Vergne qui a formidablement réagi par rapport, j'allais dire, au dernier tour de Melbourne. Là, il a été solide, il a même fait la première partie de course. Lorsque c'est interrompu, on se rend compte qu'il est le seul encore en intermédiaire, et ce qu'il a fait, c'était vraiment super. Hein. Génial. Alors, moyen en qualif, 18e, pas accès à la Q2, on se dit, oulala, ça devient compliqué. Déjà, Ricciardo un tout petit peu devant, on s'en souvient, Ricciardo dans la Q3, dans le top 10, et Jean-Éric aux portes, on se dit, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et puis là, en course, avec un choix donc stratégique extrêmement différent des autres, et tu l'as dit, avec une monte pneumatique intermédiaire, qui aurait peut-être pu, je n'en sais rien, lui profiter au moment du restart, mais bon, dans l'intervalle, la direction de course dit, hop, tout le monde en pneu wet, tout le monde en full wet, donc lui perd ou gagne, je n'en sais rien, je ne sais pas, un avantage ou un inconvénient. En tout cas, la particularité qu'il avait par rapport aux autres pilotes, il l'a perdu. Il s'est retrouvé, et là, il fait une course solide, très solide, dans un contexte extrêmement compliqué. Il rentre dans les points pour son deuxième Grand Prix, il prend 4 points, 8e place, c'est super, là, c'est vraiment super. C'est vraiment, je suis ravi pour lui, et en plus, il est devant son équipier Ricciardo, donc c'est du top. Donc, voilà. Bravo Jeff, tu sais qu'on est à fond derrière toi. Charles Pic, moi j'ai envie de dire, solide, au moins, il nous fait tout le Grand Prix, et encore une fois, il emmagasine, il est pas si loin que ça dans son meilleur temps autour que Timo Glock, de Timo Glock, donc ça me semble encore satisfaisant. Carton plein, une deuxième fois, carton plein. En qualif, il est à 35 millième, donc il est vraiment tout proche, il s'en rapproche à chaque fois un petit peu. Il accomplit encore un Grand Prix complet, et on va voir malheureusement que ce n'est pas si évident, un Grand Prix complet, il accumule de l'expérience. Je pense que plus ça va aller, plus Charles va être tout proche de Timo Glock. On l'avait toujours dit, c'est la belle référence. Moi, je pense que si ça continue comme ça, il va même être devant sur les circuits qu'il connaît en arrivant en Europe. Donc, ce sera formidable. Écoute, c'est un parcours, bon, évidemment, on ne peut pas lui demander plus. Il termine extrêmement loin au classement. Il est 20e, évidemment, il n'y a pas de quoi. Mais je veux dire, avec le matériel dont il dispose, pas de Kers, rien, c'est super. Voilà, continue comme ça. Charles, et tu vas aller loin. Bon, voilà. Parle-nous maintenant de Romain Grosjean, qui effectivement a connu une nouvelle mésaventure. Alors là, écoute, il y a 2 manières de voir les choses. Déjà, une qualification excellente, évidemment moins formidable que celle d'Australie, mais qui était conjoncturelle, mais une très belle qualification, vraiment, où là aussi, je ne vais pas dire qu'il est devant Raikkonen, puisque Raikkonen était devant lui, mais Raikkonen est pénalisé de 5 places à cause du changement de boîte, donc il part 10e. Romain est 6e. On rappelle que l'an dernier, Heidfeld, parti 6e, termine 3. Donc on se dit, il y a un espoir, évidemment, de podium, d'autant plus qu'il prend un départ formidable, donc il se retrouve 3e. Malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, mais il est attaqué par Michael Schumacher. Et alors là, surtout, je ne veux pas taper sur la tête de Romain. Et si on a dit, et on l'a dit, qu'en Australie, c'était un incident de course, on va dire pareil ici, sauf que là, c'est l'inverse. C'est Schumacher qui passe à l'extérieur et Romain qui ne peut éviter, évidemment, il ne fait pas exprès de le toucher. Ils partent tous les deux en tête à queue, ils rétrogradent. Et là, malheureusement, Romain, la boulette, il l'a fait après, puisqu'il se met dans le bac à sable de manière irrémédiable. C'est très dommage, parce que ça fait 2 Grands Prix qu'il ne court pas, véritablement, après des qualifications pleines d'espoir. Je pense que là, il faut absolument que le prochain Grand Prix en Chine, il le termine. C'est vital. Et dans les points. Surtout que là, je vais te proposer une série de questions en rafale et on va évoquer un petit peu tous les autres. Justement, Raikkonen, encore un résultat solide, 5e. Il est 7e au championnat. Il a marqué déjà 19 points. Là où Romain, évidemment, on n'en a pas. Pas mal quand même le retour de Raikkonen. On peut dire que oui, réussi. Voilà, ça y est. Là, réussi. Moi, je dis effectivement, faux pas en qualif en Australie. OK, il n'y était pas.
Bon, peut-être des problèmes qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que je sais qu'on travaille beaucoup sur la direction assistée, qui ne lui plaît pas toujours. Là, il a encore un nouveau modèle de direction assistée qui a l'air de lui convenir. En tout cas, il sent bien sa monoplace, la E20, il se débrouille bien à bord. Et puis là, parti d'où il est, compte tenu des circonstances, il n'y a rien à dire. Partie 10, finir 5, c'est super. Il est solide, il est là. Une belle référence pour Romain, justement. Allez, parle-nous de Bruno Senna, parce que d'accord, Sergio Pérez monopolise un petit peu l'attention, mais écoute, nous, on a été assez bluffés par la course de Senna, 6e. À un moment donné, il est loin, il est pratiquement dans les derniers, et finalement, il double tout le monde, hein, et il termine 6. Moi, le premier, bluffé aussi, c'est-à-dire là, ça fait vraiment plaisir, parce que des circonstances extrêmement délicates, là aussi, je ne vais pas évoquer son oncle Ayrton, évidemment, mais voilà, il se retrouve dernier ou presque, parce qu'il s'accroche en plus avec Maldonado. Il s'arrête au stand, on change le nez, on change tout, on se dit, voilà, ça y est, encore un Grand Prix. Et après, sans faire de bruit, parce qu'il se passe tellement de choses devant qu'évidemment, tout le monde est un peu focalisé, mais il remonte, et là, il termine 6, c'est génial. Je suis ravi pour Bruno, qui est un garçon, faut-il le rappeler, formidable. Bon, alors, question aussi, quand on s'appelle McLaren, qu'on fait la pole, qu'on part aux avant-postes et qu'on termine finalement que 3 via Hamilton, puis Button loin, on est quand même déçus. Très grosse déception. Ah oui. Button, là pour le coup, on l'a assez adulé. Là, il fait une grosse bêtise, pour rester poli. Donc effectivement, en accrochant la cherté du pauvre Kartikeyan qui s'excuse après, mais il est pour rien. Hein. C'est une erreur de Button qui revient dessus comme une balle. Et après, il est accroché par Vettel aussi. Le pauvre Kartikeyan, il dit excusez-moi d'être là. mais oui, mais il a le droit quand même. Il est pilote de Formule 1, il est qualifié dans les 107%. Donc Button, une ânerie, bon, il pourrit sa course, c'est fini. Et Hamilton, c'est plutôt au stand. Je ne sais pas ce qu'on fait avec pour enlever, tu sais, les écopes là, qui bouchent les écopes de frein, plus exactement. Bon, c'est du bricolage, on perd du temps, on cafouille. Bon, une grosse déception au global. Hein. Mais donc, peut-être moins décevant que Mercedes, j'allais dire. Parce que, alors, Mercedes, non, mais là, c'est pareil. Mercedes, super bien en essai. Puis après, on ne les voit plus. Alors, bon, Schumacher, on a expliqué un petit peu pourquoi. Il est accroché, il perd du temps, etc. Après, il n'est pas très convaincant en course. Et alors, Nico Rosberg, il disparaît totalement. Il ne fait que tomber. Tu te demandes ce qui se passe. Il y a une différence manifeste de rendement entre les Mercedes en qualification et les Mercedes en course. Moi, je n'ai pas l'explication. Voilà. Vettel, notre double champion du monde, notre référence absolue, il est que 11e. Après tout, c'est notable de fait que Vettel ne marque pas de points. Et oui, après de surcroît, effectivement, un message un peu subliminal où à un moment, on lui dit tu dois rentrer au stand, ou tu ne dois pas terminer la course. Alors on se demande ce qui se passe. On se dit il a un problème mécanique, puis finalement il termine 11e. Est-ce qu'à un moment on se dit bon, finalement ça sert à rien, on économise tout, il marquera pas de points. Après on se dit il y a peut-être moyen d'en prendre un. Je sais pas. En tout cas, Vettel, oui, moyen sur la globalité du week-end, moyen. Et Weber pour le mettre tout de suite, 4e, il est à sa place. Là aussi, c'est pas terrible, mais bon, il termine quand même. Il termine à 17 secondes après une course neutralisée. C'est pas mal, voilà. Mais il y a de toute manière la performance, elle est du côté des McLaren Mercedes, c'est parfaitement clair, et pas du côté des Red Bull Renault. Bon, écoute, voilà, je crois que c'est assez complet. Cette saison, elle est bien démarrée, parce que c'est génial. Plutôt surprenant. Génial, il y a 9 équipes qui ont marqué des points. 9 équipes, il n'y a que Force India, après tout, bravo à eux. Di Resta 7e et Hülkenberg 9e. On n'en a pas parlé, mais il n'y a que cette équipe qui met ses 2 pilotes. Sinon, à chaque fois, c'est un membre d'une équipe différente. Absolument. Donc, ça veut bien dire que c'est bien réparti. Début de saison formidable. Espérons qu'en Chine, dans moins de 3 semaines, maintenant, ce sera pareil. Donc, tu l'as dit, c'est le prochain rendez-vous du débriefing F1. C'est le débriefing consacré au Grand Prix de Chine, la 3e manche du championnat du monde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à nos amis et partenaires de f1-direct.com qui vous permettent de suivre tous les Grands Prix en live tech sur motorstv.com. Et on se retrouve donc très bientôt. Avec plaisir. Salut à tous.